Allez, bon, très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Pierre-Luc Désiel, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université Laval et c'est moi qui aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ce séminaire sur la gestion des données électorales dans le contexte du micro-ciblage politique. Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce séminaire du projet Synergia. Donc, peut-être vous dire quelques mots sur le projet Synergia, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ce séminaire-là. Donc, le projet Synergia est un projet de cycle de conférences publiques qui est organisé par l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, donc l'IDEA et la faculté de droit de l'Université Laval. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'intéresser à la gestion ou à la protection de certaines données dans différents contextes où interviennent l'intelligence artificielle. On a fait un certain nombre de séminaires, c'est le 4e aujourd'hui, le dernier de notre première saison. Dans une certaine mesure, on a fait un premier séminaire sur la gestion des données de santé dans un contexte de médecine de précision. On a fait un deuxième séminaire dans le contexte de la création algorithmique et des œuvres artistiques. On a fait un troisième sur la justice et les données judiciaires. Et aujourd'hui, on va parler de données électorales dans un contexte de micro-ciblage politique. Alors, pourquoi, peut-être vous expliquer dans un premier temps, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette thématique-là, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui à cette thématique-là. Donc, évidemment, c'est une problématique qui va interpeller différentes valeurs, différents enjeux qui peuvent être traités tant dans une perspective éthique, politique ou juridique. Et un des premiers enjeux vraiment qui nous saute aux yeux est cet enjeu de la protection de la vie privée. Les techniques de micro-ciblage politique, on va les définir un petit peu plus tard, évidemment, vont utiliser un certain nombre de renseignements personnels, donc de renseignements qui portent sur des personnes identifiables, pour dresser des profils de ces personnes-là, pour essayer de prédire certaines de leurs préférences, de leurs intérêts, et donc de leur fournir un contenu politique ou un message politique qui serait personnalisé à ces intérêts-là, à ces préférences-là, à ces susceptibilités-là, peut-être. Donc, il y a très certainement un enjeu de collecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels pour dresser ces profils-là. Et donc, très certainement, une dimension de protection de la vie privée, de protection de cette valeur, mais de droit aussi, de protection à la vie privée des personnes, des citoyens et des citoyennes. Le deuxième enjeu qui, à mon sens, est assez important aussi, celui de l'accès à l'information et de la liberté d'expression. Donc, très certainement, si on veut moduler l'offre de contenu ou le message politique, de le personnaliser en fonction des préférences, des besoins ou des traits de personnalité d'une personne, bien, cette personne-là va avoir accès à un certain contenu qui va peut-être être différent du contenu qui va être offert à d'autres personnes. Donc, ce contenu-là ou cette offre politique-là, on pourrait dire, va être modulé en fonction de ces préférences-là. Et donc, il y a certains contenus qui vont être visés, mais d'autres contenus qui va lui être peut-être moins visible, plus opaque, moins facilement accessible à cette personne-là. Donc, il y a très certainement un enjeu de protection de la vie privée, mais un enjeu aussi d'accès à l'information qui est elle-même une composante de la liberté d'expression, de quel type d'information on a pour se former une opinion et puis ensuite défendre ou affirmer cette opinion-là. Donc, un enjeu de vie privée, un enjeu de liberté d'expression, mais aussi, comme on va le voir, un enjeu peut-être du caractère démocratique du processus électoral, que ce soit au Canada ou ailleurs. Le micro-ciblage politique, ou en tout cas certaines utilisations du micro-ciblage politique, certaines de ces techniques-là vont avoir été critiquées ou décriées comme venant peut-être altérer la confiance que le public peut nourrir à l'endroit du système électoral et donc venir porter atteinte peut-être, dans certains cas, on va en parler un petit peu plus tard, au caractère purement démocratique de notre système électoral. Donc, des enjeux, des valeurs, des droits qui sont excessivement importants, la vie privée, la liberté d'expression, l'accès à l'information et la confiance qu'on peut avoir envers le système électoral. Donc, ce sont en quelque part les grands enjeux ou les grandes valeurs, les grands droits qu'on va essayer de discuter, de mettre en contexte à travers la gestion des données électorales dans un contexte de micro-ciblage politique aujourd'hui. Donc, le séminaire va se décliner en 4 temps. On va avoir 4 principaux blocs. Le premier bloc va porter peut-être sur, avant qu'on rentre dans la problématique plus particulière du micro-ciblage politique et l'utilisation très précise des données, des renseignements personnels, peut-être déjà faire un premier point sur l'identification des sources ou des moyens ou des utilisations plus traditionnelles
des données par les partis politiques ou par les institutions politiques au Canada ou ailleurs. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on essaie de passer un message aux électeurs, aux électrices. Ce n'est pas d'hier qu'on essaie de collecter des informations à leur égard. Donc, avant même de rentrer dans le micro-ciblage, qu'est-ce qui se passait avant? Le deuxième bloc, on va rentrer dans le vif du sujet sur le micro-ciblage politique. On va essayer avec nos experts et nos expertes de définir ce que c'est, en quoi est-ce que ça peut être différent, est-ce qu'il y a des distinctions conceptuelles à établir entre, par exemple, la persuasion, la communication ou certains peut-être termes qu'on manipule, qu'on utilise avec des gants blancs ou de manière plus précautionneuse comme des termes de manipulation de l'opinion politique. Et donc, deuxième grand bloc, on va rentrer dans cette problématique plus particulière du micro-ciblage politique. Dans un troisième temps, on va s'intéresser à l'encadrement de ces pratiques-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau juridique, peut-être même au niveau éthique aussi, au niveau sur le plan de la gestion de ces renseignements-là, des renseignements personnels par les partis politiques. De quelle manière est-ce qu'on vient baliser ou ne vient pas baliser l'utilisation de pratiques de micro-ciblage politique au niveau fédéral, au niveau des différentes provinces? Est-ce que c'est une protection, un encadrement qui est suffisant? Est-ce qu'on aura des pistes à identifier pour avoir un meilleur encadrement de ces pratiques-là? Donc, c'est ce qu'on va essayer de débroussailler dans un troisième bloc. Le quatrième bloc on va essayer d'ouvrir la discussion à l'ensemble de l'auditoire. Ça va être un bloc où on va laisser l'opportunité à tout le monde de poser des questions. Donc, vous pouvez poser des questions par le biais du chat. Je vais modérer cette période de questions-là aussi. Mes collègues et amis pourront aussi saisir des questions au vol. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler dans le chat au moment de ce quatrième bloc-là. Évidemment, s'il y a une question qui vous passe par la tête au cours des discussions, vous pouvez l'inscrire dans le chat. Peut-être qu'on pourra y répondre à ce moment-là. Sinon, on les garde en banque, puis on y revient dans un quatrième temps. Donc, voilà pour le déroulement du séminaire et pour, à mon avis, l'importance de traiter de ces enjeux-là aujourd'hui. Donc, pour discuter avec nous, on a trois experts choc, trois experts de très grande qualité. Je dois déjà vous annoncer qu'on devait avoir Jennifer Stoddard avec nous. Malheureusement, elle ne pourrait pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais j'ai décidé de quand même procéder ou aller de l'avant parce qu'on a quand même une force de frappe assez importante avec les trois panélistes qu'on a avec nous aujourd'hui. Thierry, justement, me dit de peut-être modérer les attentes, mais non, je ne crois pas que ça soit nécessaire. Donc, dans un premier temps, on aura avec nous Philippe Dubois, qui est doctorant au département de sciences politiques de l'Université Laval et chercheur étudiant au groupe de recherche en communication politique de l'Université Laval. Thierry Giasson, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval aussi, et chercheur principal du groupe de recherche en communication politique de l'Université Laval. Et finalement, non moins la moindre, Teresa Scassa, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en politique et droit de l'information et professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Donc, merci infiniment à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous sur ces questions très intéressantes. Donc, si vous le permettez, on va commencer avec notre premier bloc. Sur l'identification des sources et les utilisations traditionnelles des données par les partis politiques. Donc, avant de rentrer déjà dans les thématiques plus particulières du micro-ciblage politique et l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle dans un contexte électoral, je pense qu'il est important et pertinent de déjà commencer par s'intéresser aux sources plus traditionnelles, aux utilisations plus traditionnelles des données par les partis politiques. Au cours des dernières années, notamment depuis le scandale de Cambridge Analytica, du référendum du Brexit et la campagne électorale, pardon, il y a un camion qui passe à côté, la campagne présidentielle américaine de 2016, la collecte et l'utilisation de renseignements sur les électeurs et les électrices par les politiques a suscité un intérêt qui est considérable. Par contre, je crois qu'il est raisonnable aussi d'affirmer que les partis politiques collectent et utilisent des données sur leurs membres, sur les partisans, sur les utilisateurs, les électeurs, depuis très longtemps, donc depuis beaucoup plus longtemps finalement que 2015-2016. Je pense que c'est raisonnable d'affirmer ça. Donc peut-être
ma première question, qui va sans doute intéresser aussi nos politologues. Si on avait identifié les principales sources de données qui sont traditionnellement utilisées ou mobilisées par les partis politiques, ça serait quoi ces sources de données-là? Et à quel type de données les partis politiques ont traditionnellement accès, finalement? Donc, je vous soumets cette première question-là. J'irai, si tu me le permets. Absolument, Thierry, merci. D'abord, merci. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis heureux de pouvoir discuter de ces enjeux très importants et d'actualité. On s'engage dans un certain nombre de cycles électoraux bientôt et les partis au municipal, au provincial, parce qu'on aura une élection dans 18 mois, et puis évidemment au fédéral. On attend un déclenchement imminent qui va probablement avoir lieu plutôt à l'automne. Mais tout le monde est en préparation électorale, donc il y a un niveau d'activité et d'intérêt pour les données très, très soutenu à l'heure actuelle. Mais bon, pour proposer une première piste de réponse à ta question, Pierre-Luc, depuis au moins 20 à 30 ans, les partis politiques québécois, canadiens mobilisent différentes structures de données pour préparer leur campagne électorale et même, j'ai envie de dire, pour mener leur gouvernance. L'utilisation de données, ce n'est plus réservé seulement à la préparation électorale, c'est la préparation électorale, un processus continu, en fait. On est dans ce que l'on appelle une période de campagne, une ère de campagne permanente. Et ça s'est institué, j'ai envie de dire, depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir au fédéral, où on a vu, entre autres chez les conservateurs, un souci très, très, très rigoureux dans la collecte de données. Donc, les types de données au départ que les partis vont mobiliser, c'est des données qui sont mises à leur disposition par Élections Canada au fédéral et par Élections Québec au provincial. Et ce sont des données qui sont consignées dans la liste électorale. Donc, et la loi électorale, encore une fois, assure cette, je vais dire, balise l'utilisation de ces données-là dans l'optique où on reconnaît dans la loi électorale la capacité des partis à entrer en contact avec les électeurs. Une élection, c'est une campagne de communication. Là. À Élections Canada et à Élections Québec, on a compris ça. Et donc, que l'exercice de communication, il est intrinsèque. La prise de contact, l'échange avec l'électeur, il est intrinsèque à l'exercice électoral. Donc, on donne accès à un certain nombre d'informations qui sont contenues dans les listes électorales et que les partis utilisent pour constituer des bases de données. À ça s'ajoute un certain nombre de données qui sont mobilisées par les partis par le biais de sondages sur des échantillons plus ou moins représentatifs de la population, des données de sortie de vote, encore une fois, donc on fait une veille très importante sur les sorties, les votes effectifs obtenus dans les circonscriptions, dans les sections de vote, donc une donnée qui est assez granulaire et qui est même de plus en plus géolocalisée. Et à ça aussi s'ajoute maintenant, depuis, j'ai envie de dire, une dizaine d'années, une nouvelle infrastructure de données qui sont des données qui viennent des médias sociaux numériques, qui peuvent être soit fournies de façon volontaire par des électeurs, donc des adresses de courriel à partir desquelles on initie un processus de communication très, très, très suivi d'ailleurs avec les électeurs. Et puis ensuite, un certain nombre de données que les électeurs ne vont pas nécessairement fournir de façon volontaire ou ils vont fournir de façon volontaire, mais ne sauront pas quel usage les partis vont en faire. Et donc, il y a aussi de la veille qui se fait sur les médias sociaux numériques. Donc, tous les partis maintenant ont des espaces de diffusion de communication sur les plus grandes plateformes de médias sociaux numériques comme Facebook, Twitter, Instagram. Bon, nommez-les, là, ils sont partout. Et sur toutes ces bases de données, sur tous ces espaces-là, les entreprises qui développent et qui sont propriétaires de ces espaces-là, génèrent des données et peuvent donner accès aux partis politiques, comme à d'autres clients d'ailleurs, à des métriques, donc des données qui permettent
de déterminer un peu qui suit quoi, qui réagit comment. Et donc, maintenant, c'est beaucoup plus balisé, mais lorsque, en 2016, le scandale Cambridge Analytica a révélé l'utilisation que des tiers pouvaient faire des données, donc dans la collecte, mais ensuite dans le traitement des données, on s'est rendu compte, en fait, que les gens savaient très peu ce que les partis faisaient. Donc, l'infrastructure de données, elle est vaste et elle est maintenant traitée à l'intérieur des partis parce que ça vient de toutes sortes de sources, avec des outils qui permettent de faire des corrélations, du traitement statistique, des croisements, entre autres par le biais de logiciels algorithmiques qui permettent de définir maintenant des profils d'électeurs qui sont géolocalisés et qui sont déterminés à partir d'un croisement de plus en plus précis d'une architecture très diversifiée de points de données. C'est une longue réponse pour dire où on est aujourd'hui. Non, mais c'est très bien. Il y a plusieurs éléments dans cette réponse-là sur lesquels on va pouvoir revenir, notamment la question de la transparence puis de l'identification des fins. Hein, c'est quoi les usages? Donc, moi, j'aurais peut-être deux questions pour pousser un petit peu dans les brèches que tu as ouvertes, Thierry. La première, c'est justement, on parle des listes électorales que j'ai l'impression qui est un petit peu le moyen traditionnel ou la source première de renseignement, autre que celle qu'on peut peut-être aller chercher. Et ça, j'imagine que c'est parti par parti aussi, à la sortie des votes ou en faisant un peu du porte-à-porte auprès des partisans, auprès des sympathisants aussi. Et là, tu marques justement le basculement vers les réseaux sociaux. Puis là, j'ai l'impression qu'on ouvre la porte à une manne beaucoup plus importante de données, puis de nouveaux types de données. Peut-être pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ces listes électorales-là? C'est quoi typiquement le type d'information qu'on a là-dedans? Et peut-être une deuxième question, est-ce que l'ouverture aux médias sociaux ou l'ouverture à d'autres types de données peut créer là je sors un petit peu des asymétries entre le type d'information que différents partis peuvent avoir ou pas? C'est-à-dire que j'imagine que les listes électorales, tous les partis y ont accès de la même façon, mais si on a une présence web ou on a une plus grande capacité pour aller chercher d'autres types de données, peut peut-être y avoir une plus grande capacité de certains acteurs, tout dépendamment de ce contexte-là, pour aller chercher plus de données que d'autres. Donc, peut-être première question, qu'est-ce qu'il y a typiquement dans les listes électorales? Et deuxièmement, est-ce que l'ouverture vers ces autres types de données-là peut créer une asymétrie dans le type d'information qui se trouve sous la main des partis politiques? Puis, évidemment, n'importe qui, pas juste Thierry ne doit répondre, là, mais j'ouvre la question un petit peu à tout le monde, finalement. Peut-être, Pierre-Luc, sur la liste électorale, c'est bon de mentionner que dans le cas du Québec, on a une particularité, c'est qu'on a la liste électorale la plus généreuse pour les partis politiques au Canada. Donc, tous les partis, sur tous les électeurs au Québec, ont leur nom complet, leur date de naissance, leur adresse civique, ainsi que leur sexe. Et ça donne une sacrée bonne base pour commencer à profiler les électeurs parce qu'on connaît déjà beaucoup de choses sur eux et on sait également où ils sont géolocalisés. Alors, c'est une base qui, comme tu l'as dit, est accessible à tous les partis et qui constitue vraiment le fer de lance de la stratégie des partis. C'est intéressant aussi de noter qu'au fil des ans, la loi électorale a été amendée pour rendre de plus en plus privé cette liste électorale-là. Ça ne fait pas si longtemps au Québec que les gens recevaient la liste électorale chez eux à tous les scrutins parce que c'était considéré comme un instrument de contrôle de la fiabilité et du processus démocratique. Donc, on disait, bien, si tout le monde est capable de la vérifier, bien, on peut éviter les faux votes, par exemple. Au fil des ans, on a restreint cet accès-là, mais on n'a jamais restreint, comparativement à d'autres provinces canadiennes, par exemple, le type d'information qui s'y trouve, et on n'a jamais mis des bâtons dans les roues quant à leur utilisation à des fins partisanes. Et ça tend à confirmer ce qu'on observe ailleurs, notamment aux États-Unis, où bien, dans les réformes législatives, le législateur, c'est-à-dire dans ce cas-ci des élus, des députés qui ont un intérêt électoral dans les décisions qu'ils prennent, ont tendance à contrôler, oui, la protection de la vie privée en ce qui concerne la liste électorale, mais aussi à garder en tête qu'ils ont un intérêt à avoir accès à ces informations-là et ça donne des résultats, on en reparlera peut-être plus tard, là, concernant aussi la non-applicabilité de la loi sur la protection de la vie privée
pour les partis politiques. Oui, puis ça, très, très certainement, on va y revenir un petit peu plus tard, puis j'ai aussi hâte qu'on y arrive, puis on voit à quel point c'est important. Vous disiez justement qu'au Québec, on avait une liste particulièrement généreuse. Est-ce qu'elle est plus généreuse que ce qu'on trouve ailleurs au Canada ou dans les provinces ou au niveau fédéral? Je sais par exemple qu'il y a des différences par rapport à certaines données qu'on trouve au Québec qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple par rapport au sexe de la personne ou à son âge. Donc, on a véritablement une liste électorale plus généreuse au Québec, c'est bien ça, ouais? Effectivement, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de provinces qui ont décidé, plus ou moins récemment, de retirer notamment comme le sexe, la date de naissance aussi, pour garantir un peu plus de confidentialité aux électeurs. Parfait. Néanmoins, excusez-moi, allez-y, Thérèse. Je voulais dire, si je peux sauter là-dedans, parce qu'on va parler du profilage, le fait que certaines données ne sont pas fournies comme âge, sexe, d'autres données démographiques ne veut pas dire que ces renseignements ne sont pas ajoutés par les partis politiques par voie soit de profilage, un certain nom est lié à une certaine ethnicité ou peut-être à un certain sexe ou ils font des présomptions de religion, attribution de religion. Alors, il y a un certain profilage non technologique qui a lieu aussi avec ces listes. Alors, même si les renseignements ne sont pas fournis, ça ne veut pas dire que les partis politiques n'ajoutent pas leur profil de ces électeurs. Il faut comprendre aussi qu'à partir du moment où on a l'adresse des gens, on est capable de déterminer beaucoup de choses. Au-delà du sexe et au-delà de l'âge, on est capable de déterminer de façon assez juste le profil sociodémographique de la personne et l'appartenance ethnique de cette personne-là aussi, ou son appartenance à des communautés culturelles particulières qui peuvent être regroupées à l'intérieur de certains codes postaux. Et c'est la réalité. Et donc, c'est assez simple avec une analyse assez primaire, sans avoir le sexe et sans avoir l'âge, de déterminer des éléments de profilage qui sont intéressants. Et ensuite, ben là, on met la campagne d'une certaine façon à profit. Quand je parle de la campagne, c'est ce qui se passe sur le terrain pour faire sortir le vote. Et donc, on va faire du pointage. Il y a des pratiques qui ne disparaissent pas. Les données, certains types de données se sont transformés ou se sont ajoutés. On a étoffé, je dirais, le bouquet de données que l'on va utiliser pour faire l'opération de sortie de vote, parce qu'au bout de la ligne, c'est ça, la campagne elle sert à amener des gens à l'isoloir pour voter au bon moment, le jour du vote, ou en tout cas pendant la période de vote anticipé. Et donc, on va décliner du pointage à partir d'un certain nombre d'éléments. On va déterminer les sections de vote où, lors de la dernière élection, les résultats ont été serrés. On va regarder dans ces sections de vote-là, on va déployer des efforts pour contacter des gens. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, dans certains partis, lorsqu'on a beaucoup de ressources, puis ça va me permettre de faire un segue sur la symétrie. L'enjeu de la symétrie, c'est le traitement des données. Là où il y a des gagnants et des perdants, c'est dans les partis, dans la capacité qu'un parti va avoir à mobiliser l'expertise nécessaire pour traiter les données, tant les données numériques qu'ensuite toute la campagne de pointage que l'on va faire. Et donc, on va envoyer des bénévoles chez les gens pour valider auprès d'eux quelles sont leurs intentions de vote, est-ce qu'ils pensent aller voter, gna, gna. On fait des campagnes téléphoniques encore, on appelle les gens. Et là, ça permet, encore une fois, de raffiner les décisions qu'on va avoir à prendre parce qu'on vient chercher de l'information plus précise sur les électeurs qui résident à l'intérieur des sections de vote où on doit faire des gains et où on pense qu'on peut faire des gains, où on a gagné par une très faible ou perdu par une très faible marge. Et donc, c'est là qu'on va déployer beaucoup d'énergie. C'est pour ça que l'utilisation des données devient utile. Ça permet aux campagnes de bien, assigner les ressources financières, les ressources de bénévoles de manière efficace. Quand je dis bien assigner, c'est que le retour sur investissement permette de faire des gains. Et c'est comme ça que les partis vont
vont le faire. Et donc, oui, il y a de la symétrie, et la symétrie, elle existe d'abord et avant tout dans la capacité des partis à mobiliser l'expertise dont ils ont besoin pour pouvoir traiter les données. Donc, aller chercher les analystes, les stratèges, les spécialistes de la communication en ligne qui vont, à l'intérieur du war room d'une campagne, colliger ces données-là, traiter ces données-là pour en tirer des profils qui vont permettre de faire un ciblage efficace dans le cadre de la campagne pour faire sortir le vote. Excellent. Donc, avant de peut-être rentrer dans le deuxième bloc, parce que je pense qu'on va rentrer dans le jus, dans le vif du sujet, là, puis on a déjà commencé à le faire. Je vais peut-être faire deux petites conclusions ou deux leçons que moi je crois tirer de cette première discussion-là, puis vous me direz si je me trompe finalement ou si on continue au deuxième bloc. Donc, la première leçon peut-être, c'est qu'en termes de données auxquelles on a accès. On a des sources traditionnelles qui sont plus ou moins généreuses selon les juridictions, qui sont finalement les listes électorales. On peut aller chercher finalement de l'information par le biais du porte-à-porte ou des campagnes téléphoniques ou en regardant certaines manifestations ou lors de certains événements, finalement, mais que c'était déjà possible à partir de ces données-là, c'est un peu ce que Teresa disait aussi, puis d'inférer déjà de nouvelles données. C'est-à-dire que même s'ils sont plus ou moins généreuses, il y avait déjà cette possibilité, notamment avec le code postal, finalement, qui est un proxy, comme on dirait, vers d'autres types d'informations, de compléter ces sources-là de données avec des techniques qui n'étaient pas nécessairement les plus sophistiquées, qui ne sont pas de l'intelligence artificielle complètement 2021, là, finalement, en ayant le code postal, en ayant fait du porte-à-porte, on peut déjà voir ou estimer à l'œil nu un peu l'âge des personnes qui résident là, aller chercher de l'information. Donc, qui avait déjà la possibilité d'inférer des nouvelles connaissances au sujet des personnes, puis de compléter les données qui sont à la disposition des partis politiques, déjà dans une optique un peu plus traditionnelle. Puis la deuxième, c'est là que c'est peut-être ce point-là qui nous intéresse aussi, c'est peut-être que cette idée de profilage n'est pas complètement nouvelle non plus. Hein. De ce que je crois retenir de ça, c'est qu'il y avait une tentative de profilage finalement qui était déjà menée bien avant qu'on parle de micro-ciblage politique et qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau derrière tout ça. Donc peut-être que plus tard, on va essayer de voir le micro-profilage politique. Qu'est-ce qui amène de nouveau, finalement? Pourquoi est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qu'on amène derrière tout ça? Donc, deux conclusions, la capacité d'inférer des nouvelles connaissances qui étaient déjà présentes, puis cette volonté de dresser des profils des électeurs et des électrices qui étaient aussi déjà présents. Donc, rentrons peut-être un petit peu plus maintenant dans notre deuxième bloc sur le micro-ciblage politique et sur les nouvelles données ou les nouvelles formes de traitement des données. Le scandale Cambridge Analytica ou Aggregated IQ a attiré l'opinion ou attiré l'attention de la population de manière générale, mais aussi mobiliser l'action des instances publiques et des instances politiques. Au Canada, par exemple, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a rendu deux importantes décisions en 2019 où on concluait que la collecte de renseignements personnels des Canadiens et des Canadiennes dans le but de dresser des profils psychogéographiques de ces personnes-là dans un contexte électoral contrevenait à nos lois en matière de protection des renseignements personnels au Canada. Il y a aussi, puis ça peut-être on pourra commenter cette affirmation-là, le comité permanent de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, donc qui est un comité sénatorial qu'on appelle communément le comité ETI, a déclaré dans un rapport de 2018 que ce type de pratique, donc du micro-ciblage politique, pouvait représenter une menace pour la démocratie canadienne. Donc, depuis quelques années, depuis ces années-là, on parle beaucoup de ciblage politique, ou plus précisément de micro-ciblage politique, qui s'apparente dans une certaine mesure à une forme de publicité ciblée dont le contenu serait un contenu politique et qui vise des objectifs qui sont plus électoraux, finalement. Donc, afin de débroussailler tout ça, puis de remettre en contexte ces pratiques, il y a certaines questions qui me paraissent importantes. Donc, dans un premier temps, puis on vient d'en parler, comment est-ce qu'on pourrait définir le micro-ciblage politique?
Est-ce que c'est une pratique qui est si nouvelle que ça? Et qu'est-ce qui la distingue finalement du type d'utilisation des données ou du type de profilage là, finalement qu'on a identifié dans le premier bloc? Donc, quand on parle de micro-ciblage politique, finalement, c'est quoi? Puis qu'est-ce que ça amène de nouveau finalement? Puis peut-être dans une certaine mesure, est-ce que ça amène véritablement quelque chose de nouveau? Philippe, veux-tu y aller ou... Bon, écoutez, le micro-ciblage, c'est une technique qui est employée par une organisation politique ou par une entreprise qui décide d'engager une démarche de marketing. Ça a d'ailleurs été largement développé là, dans des espaces de marketing, de manière à pouvoir déterminer des publics spécifiques qui correspondent à des caractéristiques désirables et qu'on va tenter de mobiliser de manière à pouvoir faire un gain électoral. Donc, ce public-là, c'est une cible et la cible, elle est déterminée suite à une recherche de l'état de l'opinion, une segmentation des différents constituantes de l'électorat sur la base de caractéristiques politiques, sociodémographiques, donc le genre, l'intention de vote, la fermeté de l'intention de vote, parfois même les habitudes de consommation. Et donc, on segmente l'électorat en tranches et on pose un jugement sur les tranches ou les segments que l'on veut mobiliser pour pouvoir remporter une élection. Donc, c'est des gens qui ont probablement pas voté pour nous à l'élection précédente, mais qui pourraient, si on prenait position, par exemple, sur tel enjeu de telle façon, changer d'opinion. Des électeurs flexibles de nos adversaires, des électeurs hésitants, des électeurs indécis, qui correspondent soit par rapport à certaines valeurs, soit par rapport à certains traits de comportement à nos électeurs de base. Et donc, on détermine ces cibles-là et on élabore une stratégie, on conçoit une offre politique, des propositions politiques, on se positionne sur des enjeux qui sont attrayants pour ces gens-là et en proposant des actions qui rejoignent les aspirations de ces gens-là. Et on conçoit des messages de manière à pouvoir faire la promotion auprès de ces publics-là des positions sur les enjeux que le parti veut mettre en avant pendant la campagne électorale. Donc, le micro-ciblage, c'est tout ce processus-là et qui mène effectivement, comme tu l'as dit, à des actions de communication très ciblées, micro-ciblées, vers certains segments de l'électorat que l'on va rejoindre en utilisant des canaux communicationnels qui sont adaptés à leurs habitudes d'information. Et donc, on va parfois privilégier des médias traditionnels, voire même certains créneaux à l'intérieur des médias traditionnels, des heures précises, auprès d'émissions précises, sur des chaînes précises, ou on va privilégier différents types de messages sur des plateformes de médias sociaux numériques ou une combinaison de ces éléments-là. Donc, le micro-ciblage, c'est un processus qui permet de rejoindre des cibles spécifiques, circonscrites, d'électeurs qu'on tente de mobiliser pour gagner des votes en prévision de la prochaine élection. Voilà. J'essaie juste de voir si c'est une belle réponse. J'essaie de voir si nos panélistes veulent compléter. Peut-être sur la dimension de nouveauté à la question, on l'a dit depuis tout à l'heure, cette philosophie-là existe depuis longtemps, mais on arrive à une époque où, d'une part, on a une capacité puis une vitesse de traitement et d'analyse de données qui est de loin supérieure et qui est exponentielle. Donc, on est capable de plus en plus et de mieux en mieux de traiter de plus larges ensembles de données. Encore faut-il les collecter, ces données-là, mais on a le potentiel de les traiter. Et on a un potentiel aussi d'avoir une rétroaction sur les actions de communication qui sont posées très rapide, notamment dans l'univers numérique où on peut savoir instantanément si une publicité fonctionne auprès d'une cible ou pas et de réajuster le tir. Donc ça vient sophistiquer les méthodes qui sont employées. Et tout cela arrive à une époque où les canaux de communication sont de moins en moins publics. C'est-à-dire que, oui, il y a toujours de la publicité dans les médias traditionnels, oui, il y a de la publicité
Facebook à grande échelle, mais de plus en plus, les campagnes sont capables de rejoindre les individus, non plus sur la base de sous-segments, mais de plus en plus sur la base individuelle. Et donc, on personnalise et on individualise à la fois le message et sa diffusion. Et ça a comme effet pervers, contrairement à une publicité dans les médias où il suffit d'acheter le journal pour savoir ce qui est dit à cette cible ou ce segment-là, eh bien là, on a de moins en moins la capacité de savoir qu'est-ce qui se dit à qui. Et là, c'est là qu'il y a un risque véritablement de perdre cette sphère publique ou ce débat public-là. Et donc, peut-être il y a une question intéressante qui a été posée dans le chat, puis je vais vous la relayer. Une question de F. Gaumont qui nous dit, qui demande en fait quel est le rôle véritable de ce micro-ciblage dans la lutte joute électorale. Donc, on pourrait peut-être même se poser la question au Canada, dans les différentes provinces, et vous travaillez sur ça aussi. Est-ce qu'on exagère le véritable impact des stratégies mobilisées par les acteurs actuels comme Cambridge Analytica? C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Est-ce que concrètement, sur le terrain, c'est une pratique qui est répandue? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui est réservé à vraiment certains acteurs qui ont des moyens très, 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 très poussés? Au Québec, au Canada, est-ce qu'on voit vraiment ces techniques-là? Si oui, comment et pourquoi finalement? La réponse, c'est oui. On les voit et on les voit à tous les niveaux de campagne. Il y a des organisations municipales qui ont les moyens, l'expertise pour pouvoir faire ce genre de processus-là, de mener ce genre de processus-là. On le voit à l'heure actuelle, tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, de toutes les allégeances sur tout le spectre au complet. Et on le voit aussi, évidemment, dans les organisations fédérales qui ont des moyens encore plus importants. Donc, on n'est pas dans un exercice d'exagération. Il y a des campagnes qui sont moins, je dirais, professionnalisées ou moins axées sur cette approche du micro-ciblage, mais toutes les campagnes, ou presque, puis d'ailleurs, rappelez-vous, là, quand Cambridge Analytica est sorti, tous les chefs de parti sont sortis pour dire « Nous ne faisons pas ce genre d'exercice-là ». On collecte des données, par contre, ils l'ont tous reconnu, mais en disant qu'ils ne montrent patte blanche, que les citoyens peuvent se désengager des bases de données. Ils ont tous reconnu, tous, qu'ils avaient des bases de données, qu'ils utilisaient et colligeaient des données personnelles, parfois à l'insu des gens. Ça a été plus difficile pour certains partis de le reconnaître, mais ils l'ont tous reconnu. Et ils ont déployé ensuite des mécanismes qui permettent aux gens, par exemple, de demander à ce que leurs données soient retirées des bases de données des partis. Donc, ce n'est pas une exagération. C'est un peu troublant, peut-être, pour certaines personnes, de prendre connaissance de ça. Moi, ça fait 10 ans que j'étudie ce phénomène-là de façon assez serrée. Donc, je sais que ça existe. Ça existe à différentes échelles. C'est beaucoup plus, précis dans des organisations, encore une fois, comme je le disais, où on a les ressources pour avoir de l'expertise, mais on peut avoir de très bons militants qui ne demandent pas un sou et qui sont des experts en traitement de données, qui sont des ingénieurs informatiques et qui vont prendre part à un exercice comme celui-là à l'intérieur d'une organisation politique pour des enjeux militants, pour une raison militante. Donc, le parti peut même, avec assez peu de ressources, réussir à avoir une expertise à l'interne pour pouvoir traiter ces données-là ou se tourner vers des firmes externes parce qu'il y a un marché de cette expertise-là qui existe. Et plusieurs partis, plutôt que de gérer à l'interne leurs données, vont mandater des organisations externes pour le faire pour eux. Super. Donc, j'aimerais maintenant qu'on bascule un petit peu sur, là, on vient de le définir, sur les impacts finalement. Puis je vous ai parlé un petit peu plus tôt de différentes valeurs, de différents enjeux, que ce soit en termes de protection de la vie privée des personnes, de liberté d'expression. On a eu des rapports du commissaire à la protection de la vie privée du Canada en 2019 qui parlaient vraiment de ces pratiques-là, notamment dans le contexte du scandale Cambridge Analytica, des décisions sur Facebook, mais sur Aggregated IQ aussi. Où il y avait vraiment un enjeu de protection de la vie privée des personnes, notamment dans la création de ces profils psychogéographiques-là. Donc, on parlait un petit peu plus tôt de la capacité, Teresa, vous avez soulevé la question d'inférer les nouvelles connaissances au sujet des personnes, finalement, à partir d'un code postal. Là, j'ai l'impression qu'on pouvait inférer, qu'on parle de profil psychogéographique, là, finalement, même de dégager des traits de personnalité de la personne.
on peut inférer des nouvelles connaissances qui sont peut-être encore plus précises, puis peut-être avec un niveau plus sensible, mais avec un niveau de précision, de certitude encore plus élevé. Donc, j'ai envie de poser la question, parce que j'ai vraiment envie d'entendre Teresa sur ce point-là. Les enjeux de vie privée, est-ce qu'ils sont surestimés? Est-ce qu'ils sont sous-estimés? Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir ça dans un terme de protection de la vie privée des personnes? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu de protection de la vie privée sans revenir nécessairement sur exactement les décisions du commissaire à la protection de la vie privée du Canada? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer de manière générale l'impact de ce micro-ciblage-là sur le droit à la vie privée des personnes? Oui, ça, c'est une question, c'est une bonne question. C'est une question que je trouve assez complexe, en partie parce que je crois qu'il y a une intersection de plusieurs questions de vie privée dans ce contexte-là. Alors, d'un côté, nous avons des partis politiques qui collectent beaucoup de données et au cours des années, de plus en plus de données, et ce sont des fois des données assez sensibles. Et il y a des questions de vie privée dans le collecte de ces données, dans la façon dont ils sont utilisés, dans les mesures de sécurité pour protéger les données et dans le partage de ces données. Parce que, comme on vient d'entendre de Thierry, ces données sont partagées avec les compagnies. Certaines de ces données sont partagées avec les compagnies de plateformes ou avec d'autres agents qui agissent de la part des partis politiques ou qui les utilisent pour aider les partis politiques. Alors, il y a tous ces éléments qui peuvent mettre à risque les données personnelles des Canadiens qui sont collectées par les partis politiques. Alors, ça, c'est un groupe de questions, de problèmes. En plus, il y a les questions de micro-ciblage dans le contexte des compagnies plateformes. Et dans ce contexte-là, ce n'est pas seulement les partis politiques, c'est sûr que les partis politiques utilisent ces moyens pour communiquer avec les électeurs, mais c'est aussi le cas que les plateformes collectent des vastes quantités de données pour faire leur propre catégorisation des personnes, des utilisateurs pour pouvoir offrir des services de micro-ciblage pour les annonces publicitaires, pour les partis politiques et autres. Alors, il y a toute cette question d'abus de renseignements personnels, je vais dire abus parce que je crois que c'est assez abusif, de l'abus des renseignements personnels des gens qui utilisent les plateformes comme Facebook, Twitter, quoi que ce soit, il y a toutes sortes de plateformes qui collectent ces données et qui facilitent le micro-ciblage. Alors, il y a une grande question de gouvernance de vie privée dans ce contexte-là. Il y a aussi des questions de gouvernance de plateforme parce que ce n'est pas seulement les partis politiques qui peuvent utiliser ces services de micro-ciblage dans le contexte des élections. Nous avons des corporations, par exemple, qui ont une perspective particulière sur, par exemple, les questions d'énergie ou de changement climatique. Il y a des groupes d'intérêts spéciaux, des corporations, d'autres groupes qui sont créés pour appuyer certains partis, mais hors du contexte des partis politiques qui peuvent utiliser les services de micro-ciblage des plateformes pour communiquer des messages d'une façon qui est encore moins transparente. Et nous avons, dans les dernières années, l'ingérence des gouvernements d'autres pays dans les affaires électorales de certains pays. Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est clair qu'il y a eu de l'ingérence et c'est toujours une crainte ici au Canada qu'on peut avoir des acteurs dans d'autres pays qui essayent d'influencer les élections utilisant les services des plateformes pour cibler certains messages au public. Et ce n'est pas nécessaire dans tous ces contextes que les messages sont... On espère... je crois que Philippe a parlé du fait qu'on ne sait pas... C'est maintenant possible pour les partis politiques de communiquer des messages différents aux différents électeurs et c'est difficile de voir ce qui est dit à qui et c'est un problème de transparence. Mais avec certains d'autres acteurs,
il est même possible que les messages sont complètement fausses et sont communiqués pour influencer les électeurs basés sur la mésinformation ou la désinformation. Et ça aussi, c'est un grand problème. C'est lié à la vie privée, mais c'est aussi une question de gouvernance des plateformes. Alors, dans cet espace, je vois toutes sortes de questions juridiques, les questions de vie privée autour des données qui sont collectées par les partis politiques, les données qui sont collectées par les compagnies de plateformes, et le microciblage qui est utilisé par plusieurs acteurs dans les contextes des élections par voie de ces plateformes. Et il y a aussi, comme vous avez mentionné, des questions de transparence partout. Et quand ça concerne le microciblage sur les plateformes, il y a vraiment un problème de transparence, que ce soit un message d'un parti politique ou que ce soit un message de quelque chose d'autre. Alors, je crois que c'est un environnement assez complexe pour la réglementation. La vie privée, c'est certainement une partie, mais il y a aussi ces autres éléments de gouvernance de plateforme. Ben, moi, c'est ce que je trouve intéressant dans ce débat sur la vie privée, c'est-à-dire que dès qu'on met les pieds dans le domaine de la vie privée, on voit qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent finalement. Puis comme vous le dites, il y a la question de qui est un peu l'intermédiaire ou la plateforme qui permet la collecte de ces données-là et qui donne l'accès à certains publics, finalement, pour des fins de micro-ciblage politique. Et c'est vrai que ça ouvre la porte sur la question, pas juste de la gouvernance ou la protection des renseignements personnels, mais la gouvernance des plateformes, la gouvernance de ces grandes entreprises-là. Je me rappelle que, finalement, dans les audiences au Congrès américain sur les lois, les antitrust, là, finalement, en droit de la concurrence, finalement, il y a plusieurs élus républicains qui accusaient Twitter, Facebook, Apple, Amazon d'avoir un biais un peu vers la gauche, puis qui leur donnait pas un accès aussi bon aux renseignements, qui leur permettait pas de faire passer leur message, puis qui bloquait en quelque part les routes. Donc, il y a cette question aussi finalement de la gouvernance des plateformes. C'est vrai qu'on parle beaucoup des partis politiques, mais il y a tout aussi cet aspect des entreprises privées elles-mêmes qui servent d'intermédiaires pour les partis politiques, mais qui peuvent elles aussi finalement avoir un agenda ou un message politique qu'ils veulent venir passer. Teresa, vous avez parlé aussi de la question de l'influence sur les élections. Qui nous amène peut-être en quelque part sur cette porte que la vie privée ouvre aussi sur la question de la liberté d'expression puis l'accès à l'information. C'est-à-dire que cette personnalisation du message-là, comme on vient de le dire, il permet justement à un message qui n'est peut-être pas le même pour chaque personne, finalement, qui est assez personnalisé. Et dans ce contexte-là, on l'a vu tout à l'heure, le comité éthique nous a dit qu'il y a un problème de liberté d'expression, qu'il y a peut-être une atteinte au processus démocratique, finalement, derrière tout ça, et que le micro-ciblage politique, ça représente vraiment une menace, finalement, à la démocratie, que ce soit canadienne ou américaine. Donc, peut-être une question en deux temps, puis ça va se relier peut-être de manière indirecte à la question de M. Nadeau. Est-ce que, selon vous, et là, peut-être on est dans le domaine plus de l'opinion, mais il y a vraiment une menace à la liberté d'expression et donc, par le fait même, au caractère démocratique des élections. Est-ce qu'on voit seulement les aspects négatifs du micro-ciblage politique? Est-ce qu'il y a aussi un aspect positif, c'est-à-dire d'intéresser les gens à la politique? On voit qu'il y a des taux de participation assez bas. Peut-être si on personnalise le message, puis on est capable de comprendre ce qui fait tiquer les personnes ou ce qui les interpelle, peut-être mousser le taux de participation, leur parler d'enjeux qui sont pertinents pour eux. J'ai l'impression que dans ce débat-là, oui, il y a peut-être une menace, puis je veux vous entendre sur ça, mais est-ce qu'il y a aussi des avancées ou des bénéfices qu'on néglige? Et finalement, s'il y a ces bénéfices-là, puis un peu la question finalement de M. Nadeau, qu'est-ce qui explique que finalement les taux de participation sont encore aussi faibles? Question assez complexe. Alors, je vais commencer juste avec quelque chose qui j'ai trouvé tellement surprenant. Je ne sais pas pourquoi c'était si surprenant que ça, mais après l'élection aux États-Unis, quelques semaines après l'élection, j'ai vu dans les nouvelles quelque chose qui a attiré mon attention. Ça disait
c'est confirmé que, et ça c'était la nouvelle, c'est confirmé que Joe Biden a donné un discours dans le jardin de la Maison-Blanche. Pas le sujet du discours, c'est juste confirmé qu'il a donné un discours. Ça, c'est bizarre. Alors, j'ai lu l'article et en effet, sur les plateformes, sur Twitter et Facebook, il y avait une communication. Il y avait, je ne sais pas combien de personnes qui croyaient que Biden n'était pas vraiment le président. Et alors que le discours qui a été télévisé du jardin de la Maison-Blanche était fake news. Parce qu'il n'était pas président, il n'avait pas accès à la Maison-Blanche et c'était une communication fausse pour prétendre que Biden était le président. Si c'est ça le niveau de discours politique, si c'est ça où on est rendu, il y a, je crois, les problèmes avec notre démocratie. Ça, pour moi, c'est... on n'accepte même pas que la personne qui a été nommée président est le président. Et alors, je crois que, et on le voit peut-être plus aux États-Unis qu'ailleurs, mais on l'a vu en Angleterre aussi, en Royaume-Uni autour de Brexit. On voit que ces communications fausses, la désinformation est très problématique et que ça commence à contrôler même les discours, même les discussions. Les discussions sont autour de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, au lieu de qu'est-ce qui est mieux pour le climat ou pour attaquer le changement climatique ou pour contrôler la pandémie. On voit un peu dans le contexte de la pandémie aussi ces communications fausses et trompeuses. Alors, je crois que ça pose vraiment des menaces à la liberté d'expression dans le sens qu'on ne peut même pas s'informer. Ça devient de plus en plus difficile à s'informer et de pouvoir mettre la confiance dans les sources de nouvelles. Qui est-ce qu'on peut croire et dans quelles circonstances? Alors ça, c'est problématique. Est-ce qu'il y a des possibilités positives pour le micro-ciblage? En principe, je crois que oui, dans le sens que, mais c'est une oui qualifié, dans le sens que, par exemple, dans certains étapes de nos vies, nous avons certains intérêts particuliers. Par exemple, quelqu'un qui a de jeunes enfants va s'intéresser probablement dans les politiques autour de garde d'enfants. Est-ce qu'il va y avoir des subventions pour la garde d'enfants? Ces autres questions, des questions d'éducation, les fonds pour l'éducation. Alors, ça peut changer pour les personnes. Et alors, le micro-ciblage peut être un moyen pour être certain que les messages concernant ces questions qui sont très importantes pour certaines personnes sont reçus par ces personnes. Mais de l'autre côté, ça soulève d'autres problèmes ou difficultés. Par exemple, on a vu déjà des exemples des gens qui ont été ciblés d'une manière qui pose des craintes. Par exemple, les gens qui ont été ciblés pour les cartes de fête pour je crois que c'est le Parti conservateur qui a envoyé des cartes pour le Hanukkah aux personnes qui ont été profilées comme étant juifs. Ça pose c'est possible que leurs données étaient fausses et alors c'est possible que les personnes ont été ciblées faussement, mais ce qui est plus problématique, c'est que ça peut pour des gens créer un sentiment qu'ils sont ciblés à cause de leur religion et que ça peut être problématique, évidemment, dans plusieurs pays, dans plusieurs temps. C'est problématique d'être ciblé concernant l'ethnicité, la religion, certaines autres caractéristiques personnelles. Alors, ce genre de ciblage, peut-être c'est une façon de communiquer des messages, mais peut-être c'est quelque chose qui n'est pas recherché par les gens et qui peut-être
cause ces gens à craindre qu'ils sont ciblés pour ces caractéristiques d'une façon qui n'est pas dans leur intérêt personnel. Alors, il y a du potentiel, mais il y a aussi des menaces. Oui, donc je crois comprendre, c'est en fait, même dans ce ciblage-là, qu'on parle de vos intérêts ou vos préférences, finalement, pour mousser votre participation ou vous ramener un petit peu dans le débat politique, ça peut créer des fois un malaise, surtout dans un contexte où on a inféré peut-être des préférences ou des intérêts que vous n'avez jamais communiqués, finalement, puis de donner un peu ce sentiment que vous êtes surveillé, finalement, puis qu'on déduit des informations sur vous, alors que finalement, vous ne voulez pas nécessairement qu'on en parle ou que vous le communiquez aux autres. Donc oui, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est intéressant, peut-être ce chilling effect là, qu'on pourrait dire, cet effet refroidisseur d'avoir l'impression d'être épié ou d'être surveillé. Thierry, Philippe? Oui, si tu me permets, moi, ce que déjà, quand j'écoute ma collègue, puis je lis un peu là, les questions des gens qui sont avec nous aujourd'hui, ce qui vient spontanément chez moi, c'est évidemment quand on réfléchit plus largement aux enjeux de gestion des données personnelles et puis de la compréhension que le citoyen médian se fait de ces données personnelles, de l'utilisation de ces données personnelles, en particulier des données numériques, c'est l'enjeu de la littératie numérique dans la citoyenneté. Et j'ai envie de dire les écarts ou les manques qui existent en termes d'alphabétisation à la réalité, à l'environnement numérique. Et ça, c'est un très grand enjeu auquel on est confronté et dont tirent probablement profit les partis politiques et les autres organisations qui mènent des pratiques opaques. On va utiliser ce terme-là pour dire, faute de dire autre chose. Des pratiques opaques de gestion de données personnelles. Quand les gens ne savent pas quelle utilisation... Déjà, quand les gens ne savent pas que les traces qu'ils laissent sur Facebook lorsqu'ils font un like sur un commentaire, lorsqu'ils relaient une information, ou même juste lorsqu'ils s'ouvrent un compte, lorsque les gens ne savent pas ou ne se préoccupent pas des traces et des informations qu'ils laissent sur ces espaces-là, ça ouvre évidemment toute la place à des usages discutables que des tiers vont faire de ces données-là à partir du moment où les données sont colligées par l'entreprise qui gère la plateforme et qu'elles sont vendues ensuite en service conseil à des clients, dont des partis politiques. Donc, déjà à la base, il y a cet enjeu-là. Là, évidemment, depuis 2016, on en parle beaucoup là, de la question des données, de l'utilisation des données personnelles numériques. Mais il y a encore, je pense, fondamentalement, dans la population canadienne et québécoise, encore peut-être une méconnaissance des usages que vont faire des organisations des données numériques. Et je pense que dans l'ensemble des solutions auxquelles on doit penser, l'importance de l'alphabétisation aux pratiques numériques, ça doit faire partie du lot là, des suggestions. Encore une fois, je ne dis pas que c'est de la faute des citoyens, mais néanmoins, on doit, comme citoyens, être conscient de la valeur de nos données. Déjà, au départ, cette prise de conscience-là, elle est importante. Nos données ont une valeur et elles permettent aux partis politiques de prendre des décisions qui vont nous affecter au complet, qui vont affecter toute la population. Et parfois, ils prennent ces décisions-là à notre insu. Et donc, c'est important déjà que cette première réalisation-là, elle se fasse dans l'esprit d'une majorité de Canadiens. Je peux comprendre que pour toutes sortes de raisons, on a plus ou moins le temps là, de se pencher ou la volonté de se pencher sur ces questions-là, mais c'est important, je pense, aussi que les citoyens soient mobilisés par ça. Et des enjeux et des situations problématiques comme Cambridge Analytica, ça permet une prise de conscience collective peut-être un peu plus importante et les gens sont peut-être un peu plus vigilants maintenant. Ça nous amène sur des enjeux aussi, puis on va y revenir à la troisième partie sur l'encadrement législatif en matière de protection des renseignements personnels. Il y a peut-être un dernier point dans ce deuxième bloc-là sur lequel je veux vous amener.
ça va peut-être nous permettre de faire la transition. Moi, dans la littérature spécialisée en termes de protection des renseignements personnels, de droit à la vie privée, dans la foulée de Cambridge Analytica, de Aggregated IQ, il y a plusieurs auteurs qui n'ont pas osé, qui n'ont pas hésité à parler d'une forme de manipulation du comportement individuel des personnes. Il y a toute une branche de la littérature en vie privée qui va parler d'une manipulation des comportements individuels, que ce soit par les partis politiques, mais aussi par les grandes entreprises, Facebook, les grandes plateformes, ce genre de choses-là. Alors, moi, une des questions que je me pose souvent, et par ailleurs, le nouveau règlement ou la proposition de nouveau règlement européen sur l'intelligence artificielle n'hésite pas, elle non plus maintenant, puis c'est rare qu'on le voit dans les textes législatifs, à interdire les comportements qui peuvent manipuler les personnes ou d'interdire finalement les systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent amener une manipulation du comportement individuel. Donc, c'était quelque chose qu'on parlait dans la littérature, dans la doctrine, puis qu'on retrouve même dans les textes législatifs ou les propositions de textes législatifs maintenant. Donc, une des questions que je me pose, c'est où est-ce qu'on trace la différence, je ne sais pas si on va avoir une réponse aujourd'hui, entre une forme de persuasion et une tentative de persuasion, une forme de manipulation. Donc, même quand on parle de publicité, on parle de parti politique, on essaie de persuader la personne ou les personnes que notre plateforme est la meilleure, que notre idée, notre programme politique est le meilleur. On essaie de persuader que notre produit est le meilleur, c'est ça qu'il faudrait acheter, que telle vidéo est plus intéressante que l'autre. Toute une logique de persuasion avec laquelle finalement on est assez confortable en tant que société. Là, on parle de manipulation. Est-ce que c'est juste de commencer à parler de manipulation? Et si oui, où est-ce qu'on met finalement le curseur entre qu'est-ce qui est une forme de persuasion ou une tentative de persuasion, une tentative de manipulation? Ben, la ligne est mince, la ligne est floue, puis j'ai l'impression que le terme manipulation va être ce que le terme propagande a déjà été, c'est-à-dire une espèce de mot fourre-tout qui parfois est un concept bien défini, parfois est aussi un peu une insulte ou une étiquette qu'on cherche à coller à des pratiques qu'on n'endosse pas ou avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il faut dire que les partis politiques n'ont rien inventé. Je veux dire, les partis politiques adaptent leurs pratiques en fonction des changements dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Et ça fait du sens que les partis politiques cherchent à nous rejoindre de façon à conforter nos intérêts. Parce que, si on y pense, dans toutes les autres sphères de notre vie, c'est comme ça qu'on est approché. Je veux dire, la radio qu'on écoute nous répète à tous les 20 minutes que c'est la radio qui correspond à notre mode de vie. On achète le linge qui nous va le mieux à notre style de vie. Les exemples sont nombreux. Alors, les partis politiques seraient un peu à côté de la traque s'ils continueraient d'essayer de nous convaincre et d'éduquer le bon peuple comme les grands partis de masse ont déjà été. Alors, les partis politiques, je l'ai dit, ne cherchent plus à nous confronter, mais à nous conforter. Et bien, parfois, nous conforter, c'est de mettre en lumière certains angles de certains enjeux. Et est-ce qu'on peut dire que c'est de la manipulation lorsqu'on cherche, par exemple, à mettre l'accent sur un défaut d'un leader politique auprès de clientèle que l'on sait plus susceptible de se désintéresser de ce dit leader s'ils savent que, par exemple, il est incompétent dans telle matière. C'est une zone grise qui devient difficile parce que, évidemment, les gens qui sont la cible de ces méthodes-là vont toujours crier au scandale parce que personne ne veut que les plus sombres ou les moins bons côtés de soi soient exposés. Mais pour la même logique que la publicité négative en politique est jugée plus efficace, ben c'est aussi plus efficace et plus efficient pour un parti politique de cibler des électeurs mous, comme disait Thierry tout à l'heure, et de mettre en évidence certains traits de caractère moins élogieux à l'égard de leurs adversaires pour décourager les gens à voter pour cette personne-là. C'est ce qu'on appelle la suppression d'électeurs. Donc, c'est plus facile de décourager des gens d'aller voter pour l'adversaire que d'encourager des gens à nous appuyer. Et là, on tombe dans le moins beau des pratiques qui est le sujet de la discussion aujourd'hui. Je te dirais, Pierre-Luc, qu'il y a un contrat qui est entendu, compris et accepté entre les Canadiens, les électeurs et les partis politiques, qui est celui que, dans une campagne électorale, les partis doivent
prendre contact avec nous, échanger avec nous, nous donner de l'information pour que le jour du vote ou au fur et à mesure que l'élection avance, on puisse prendre une décision éclairée. C'est le principe de la démocratie. L'élection est fondée sur cette idée où il y a un échange d'informations et on comprend que cette information-là est à visée persuasive. Je pense qu'il n'y a pas un citoyen ou un électeur qui ne comprend pas que les partis, certains partis, surtout les électeurs qui sont flexibles, et ils sont de plus en plus nombreux, là, des gens qui changent de vote ou d'appui à un parti ou à un autre selon les élections. Ces électeurs-là, ce sont les électeurs qui sont convoités. Les électeurs qui sont partisans, qui ont une identité partisane ferme, les campagnes électorales, ça vient renforcer leurs dispositions. Donc, la persuasion, elle est moins forte. Et la persuasion étant cette idée de tenter d'agir sur une attitude qui vient agir sur une opinion qui permet de modifier un comportement. La chaîne persuasive, c'est ça. Il y a quand même 3 étapes qu'on doit atteindre dans l'idée de la chaîne persuasive. Et je pense que ce contrat-là, les gens l'acceptent, le comprennent, puis bon, ça va de soi. Là où on entre dans le registre de la manipulation, c'est lorsqu'il y a des choses qui sont faites à notre insu. Lorsqu'il y a des choses qui ne respectent pas le contrat. Et des choses qui ne respectent pas le contrat, c'est des manifestations à l'instar de celles que décrivait Teresa tout à l'heure, de tiers, d'organisations ou même de partis politiques qui, derrière d'autres étiquettes, font de la publicité sur Facebook, par exemple. C'est des partis politiques qui financent les activités politiques de tiers partis ou des tiers partis ou des organisations qui financent de façon plus ou moins occulte par la publicité qu'ils vont faire sur Facebook, des points de vue qui sont défendus par des partis politiques. Donc, c'est des choses qui sont faites à l'insu des gens ou des exercices de micro-ciblage qui sont mobilisés et réalisés avec des données personnelles qui sont colligées à l'insu, encore une fois, des électeurs. Ça, pour moi, c'est problématique. Et ça ne rentre pas dans ce contrat qui est entendu entre les électeurs et les partis politiques, qui est un contrat où, oui, on accepte qu'il y ait une communication persuasive, mais elle est connue, elle est signée, tous les messages sont approuvés par l'agent officiel du parti, on est capable d'identifier qui est l'émetteur du message, et ça rentre dans le contrat. Quand on fait autre chose, qu'on ne joue pas à visière levée, qu'on n'est pas dans la transparence et qu'on utilise à leur insu des données de citoyens pour les amener à poser des gestes ou à modifier des attitudes, là, je pense qu'on entre dans un espace où on peut parler d'autre chose et peut-être commencer à parler de manipulation. Et ça rejoint un petit peu avant, je ne sais pas, Teresa, si vous voulez réagir aussi, mais ça revient un petit peu aux éléments de la définition qui a été donnée par l'Union européenne, que Eve Gaumont a mis dans le chat finalement, qui est cette idée de, un peu comme tu le dis, Thierry, finalement, de jouer là, beyond a person's consciousness, donc de jouer au-delà finalement de sa connaissance des choses, de jouer sur des biais cognitifs finalement. En fait, moi, je le vois un peu comme cette idée de court-circuiter le processus délibératif. Dans la persuasion, on amène quand même les gens à avoir un processus délibératif. J'essaie de te persuader que mon opinion est la meilleure, mais c'est quand même toi qui vas faire la réflexion pour arriver à ce point de vue-là. J'ai l'impression qu'en termes de manipulation, on essaie de court-circuiter tout ça et de présenter un résultat comme étant impossible à voir autrement, finalement. Je me rappelle toujours de c'est sûr que c'est un exemple particulier, mais de cette citation de Christopher Wiley, qui était le lanceur d'alarme pour Cambridge Analytica, qui avait dit on était quand même capable de prévoir combien de fois tu envoyais un message, sous quel format, à quel moment, puis comment formuler ce message-là pour être en mesure de te faire changer d'idée, finalement. Que ce soit avec un message qui fait peur ou qui est sympathique ou qui joue sur tel sujet, qui est en grosses lettres rouges ou en petites lettres vertes. Et donc, là, on court-circuite le processus délibératif. À mon avis, peut-être qu'on arrive un petit peu plus dans cette question de manipulation où on joue sur les biais cognitifs ou la persuasion. Honnêtement, Pierre-Luc, si le message est signé par un parti politique, là, les gens sont capables de faire la part des choses. Si une publicité négative est surchargée d'éléments qui ont une visée stimulante, mais qu'elle est signée par un parti politique, puis que le nom de l'agent officiel est là, le citoyen qui observe ça, il est capable de faire la part des choses. Il va avoir une réaction, il va
il va réagir physiologiquement, émotionnellement à la publicité à laquelle il est exposé, mais il comprend qui émet cette publicité-là. Donc, les règles du jeu, le contrat communicationnel, il est clair. Oui, et je crois que la transparence est un élément très important ici aussi. C'est une chose si, par exemple, si les messages différents sont communiqués à des personnes différentes par un parti politique, ça peut être la manipulation, mais la transparence fait une différence énorme, je crois, non seulement dans l'évaluation de l'impact, mais aussi dans la pratique. Parce que si ça devient évident que les choses contradictoires sont dites à des personnes différentes par la même parti politique, alors ça, c'est un problème politique pour la partie. Mais si c'est invisible, c'est un problème démocratique pour le pays. Et alors, je crois que la transparence est tellement importante. C'est peut-être une question de gouvernance de plateforme, encore une fois, ou peut-être, gouvernance de plateforme, quelque chose pour Élections Canada ou dans ce côté-là, au lieu de vie privée. C'est un enjeu de loi électorale aussi. La loi électorale a tardé à s'adapter à cette réalité-là. Puis l'enjeu de la législation électorale dans toutes les juridictions, c'est que ce sont des élus qui fondent les lois électorales. Des gens qui sont en profond conflit d'intérêts avec la loi sur laquelle ils doivent statuer. Tu parlais tout à l'heure du comité ETI. Tout à l'heure, j'ai témoigné à ce comité-là, puis je leur ai dit, écoutez, c'est fantastique que vous vous penchiez là-dessus, mais vous êtes tous en conflit d'intérêts par rapport aux questions sur lesquelles vous vous penchez en ce moment. Vous devez déterminer des moyens qui vont vous empêcher de gagner peut-être des élections. Est-ce que vous êtes les bonnes personnes pour statuer là-dessus? Oui, c'est exactement le même problème avec la protection de la vie privée. On a un projet de loi pour reformer la loi sur la protection des renseignements personnels au niveau fédéral et ça n'inclut pas les partis politiques. Ben oui. C'est terrible de constater ça et de voir, évidemment, quand il y a des scandales comme Cambridge Analytica, tous les chefs de parti sortir en disant « on fait rien, nos pratiques sont impeccables, tout ça », puis après, ils font des comités, ils invitent Kevin Chan de Facebook, puis là, ils sermonnent Kevin Chan en disant « c'est scandaleux ce que vous faites ». Mais Kevin Chan, il offre des services. C'est qui achète ces services-là? Ce sont les partis politiques. Donc, si les partis politiques, et ça, encore une fois, je le dis sur tous les niveaux de gouvernance, si les partis politiques, les dirigeants, un parti politique, ça n'existe pas, mais les dirigeants, les stratèges, les gens qui sont au cœur de ces organisations-là ont vraiment fondamentalement à cœur la protection des renseignements personnels, la transparence, la rigueur du processus démocratique, ils doivent modifier les lois de façon concordante, tant les lois sur la protection des données personnelles que les lois électorales qui viennent restreindre leurs possibilités de communication. Et ça, c'est un énorme enjeu que plusieurs d'entre eux refusent d'engager. Alors, je vois qu'on est tranquillement rentré dans un troisième bloc, finalement, qui passait sur l'encadrement législatif. Puis il y avait cette question qui a été posée à 12h44 de Julie Goulet. Puis quand on arrivait éventuellement sur les lois, je l'ai mis de côté. Mais justement, rentrons dans l'encadrement législatif. Donc, moi, je vois qu'il y a deux principaux outils, là, puis on en a parlé. Les lois sur la protection des renseignements personnels. Teresa, vous en avez parlé. Puis les lois électorales qu'il y a au Québec, mais au Canada aussi, au fédéral, j'imagine dans les autres provinces, certaines dispositions qui portent sur la protection des renseignements personnels. Donc, ces deux ensembles de lois, finalement, ces deux types de lois qui ont fait l'objet de débats importants au Canada, au Québec dans les dernières années, qui ont eu des modifications. Peut-être si on commence par la première, puis j'aimerais vous entendre, Teresa, sur ça, sur cette problématique en termes de vie privée. Est-ce que les lois sur la protection des renseignements personnels s'appliquent aux partis politiques? En grande partie, non. Alors, la loi fédérale pour le secteur privé ne s'applique pas aux partis politiques, ni la loi pour le secteur public.
Il y a la loi sur la protection des renseignements personnels en Colombie-Britannique s'applique aux partis politiques et s'applique sans exception spéciale pour les partis politiques. Alors, ça s'applique dans son entièreté. C'est toujours quelque chose qu'on entend des partis politiques, que oui, mais si on est sujet à la loi, il faut avoir des exceptions spéciales. Ce n'est pas le cas en Colombie-Britannique. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe en Colombie-Britannique. On a eu une enquête récente avec un rapport d'une 40aine de pages du commissariat à la vie privée concernant les activités des partis politiques suite à plusieurs plaintes contre tous les partis politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre une fenêtre sur les activités de ces partis politiques. Alors, c'est une espèce de transparence. La possibilité de porter plainte, une enquête, un rapport d'enquête, c'est la transparence autour de ces pratiques. L'autre chose qui s'est passée en Colombie-Britannique, que je trouve très intéressant, c'est que dans la dernière élection fédérale, il y a eu des plaintes contre l'association de la Parti nouveau démocratique fédérale, mais dans une circonscription, leur bureau dans une circonscription en Colombie-Britannique. Il y avait deux plaintes, je crois, contre ce bureau. Et le commissaire à la protection de la vie privée en Colombie-Britannique a décidé qu'il avait la compétence et que la loi provinciale s'appliquait à ce bureau par cette organisation parce que c'était une organisation dans la définition de la loi et ça se trouvait en Colombie-Britannique. Les néo-démocrates n'ont pas porté la décision en appel, problème politique, je crois, de le faire. Et alors, c'est une décision finale en Colombie-Britannique. Le résultat, c'est que c'est possible qu'il y ait une protection plus élevée pour les renseignements personnels des électeurs en Colombie-Britannique en ce qui concerne les élections fédérales. Mais la différence dans les niveaux de protection est un problème, mais c'est aussi, ça va être très complexe pour les partis politiques aussi parce que certains renseignements sont partagés du niveau fédéral avec les circonscriptions locales aussi. Alors, ça, ce sont des développements assez intéressants et il y a présentement un projet de loi au Québec, j'imagine que vous êtes tous très au courant de ça, qui va encadrer la protection des renseignements personnels dans le contexte de leurs emplois par les partis politiques. Alors ça, c'est un développement très intéressant aussi. C'est un développement assez intéressant et surtout qu'en fait, dans le projet de loi 64, on vient aussi modifier la loi électorale, là, finalement, mais on vient ramener les partis politiques sous la loi de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, mais on pose certaines exceptions, finalement, certains articles de cette loi-là qui ne s'appliqueraient pas, finalement, aux partis politiques. Les articles 4 et 5, finalement, qui portent sur la détermination des fins, le critère de limitation de la collecte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les audiences publiques sur le projet de loi 64, la Direction générale des élections au Québec a déposé un mémoire dans lequel il dit qu'il faut enlever ces exceptions-là, finalement, de complètement soumettre les partis politiques aux lois en matière de protection des renseignements personnels, mais la loi dans le secteur privé, ce qui est assez intéressant finalement aussi. Là. Donc, voilà pour ça. En termes de loi électorale, puis il y a eu des modifications, on en a parlé beaucoup au Québec, mais il y a eu des modifications au niveau fédéral aussi dans les 2-3 dernières années, si je ne m'abuse. On va essayer de demander un peu plus de transparence, justement. Il me semble que les partis politiques doivent maintenant publier leurs conditions d'utilisation sur leur site web, doivent montrer quelles sont les données qu'ils vont chercher, à quelle fin ils les utilisent. Finalement, on ne les soumet pas finalement aux lois fédérales en matière de protection des renseignements personnels, mais on renforce un tout petit peu les obligations en matière de transparence. Est-ce que c'est un dossier que, dans une première mesure, vous avez suivi? Est-ce que ça a eu des effets? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ces modifications-là étaient suffisantes ou pas? Moi, je dirais qu'il n'était pas suffisant du tout. Avoir une politique de vie privée publiée, c'est quelque chose, mais s'il n'y a aucune surveillance, aucune façon de porter plainte, aucune façon de
d'avoir une enquête ou une décision qui indique qu'il faut changer certaines pratiques, alors c'est pas très utile, pas très intéressant. C'est pas une substitut pour avoir la protection d'un régime complet comme on a pour le secteur privé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'avoir pour les partis politiques, en particulier avec la croissance dans dans le nombre de données qui sont collectées et les emplois, comme on vient de discuter aujourd'hui, ça ne fait aucun sens. Alors pour moi, ce n'est pas du tout suffisant. Je ne sais pas si les autres ont une opinion là-dessus. Mais... Je suis d'accord avec vous que je pense que le nerf de la guerre, c'est la capacité de monitoring public de ce qui se dit pendant les élections. Et ça, clairement, les autorités publiques, les directeurs généraux des élections n'ont pas les capacités, n'ont pas l'expertise, n'ont pas les ressources pour faire un monitoring systématique des discours sur le numérique, entre autres, particulièrement même pendant les élections. Le danger aussi, puis là, c'est peut-être plus l'ancien organisateur politique en moi qui parle que le chercheur, mais il ne faudrait pas non plus être trop sévère envers les partis politiques parce que, puis je comprends que les discours et les craintes s'inscrivent dans un narratif qui est désavantageux pour les partis et les politiciens. Là. Je veux dire, leur cote de popularité n'est pas à son meilleur dans les sondages, mais le danger pour la démocratie, ce n'est pas les partis. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'ils font, mais c'est aussi un ensemble d'acteurs. On en a parlé un peu tout à l'heure, les tiers partis, les groupes, les groupuscules, les intervenants étrangers qui peuvent venir s'immiscer, s'ingérer dans les élections. Qu'un parti politique fasse du micro-ciblage, de mon point de vue, ce n'est pas un danger pour la démocratie dans la mesure où on est capable de monitorer ce qu'il fait. Et parce qu'ils sont redevables politiquement, bien, il y aura toujours, ultimement, la possibilité pour les électeurs de les réduire en néant d'un point de vue électoral, par exemple. Ceci dit, lorsqu'on n'est pas capable de savoir ce qui se dit, lorsqu'on n'est pas capable non plus de contrôler les intermédiaires qui interviennent dans le processus, puis là, je pense notamment aux plateformes numériques, lorsque ça prend des qualifications techniques pour consulter de façon efficace, facile et rapide une archive publicitaire, par exemple, bien là, on peut se questionner à savoir si vraiment on a en place les meilleures mesures pour contrôler ce qui se passe. Alors oui, il faut réduire la capacité d'action des partis politiques puis actualiser nos lois électorales, mais il faut aussi prendre en compte que ce n'est peut-être pas la menace numéro un à l'intégrité de nos élections. Puis comme acteurs privilégiés de ce processus-là, il faut leur laisser aussi une marge de manœuvre pour communiquer efficacement avec les citoyens et les citoyennes. Et donc, on devrait aussi se concentrer, on devrait peut-être surtout se concentrer sur les intermédiaires qui, eux, vendent des services, qui, eux, fournissent des canaux de communication et qui n'ont pas nécessairement tous les comptes à rendre facilement à tous les intervenants qui pourraient s'assurer d'un monitoring public des pratiques. Alors moi, je dirais qu'il faut être sévère et rigoureux envers tout le monde. Et au premier chef, envers les premiers acteurs qui sont au cœur du processus électoral, qui sont les partis politiques. Et en ce moment, le périmètre législatif est beaucoup trop permissif. Il est en retard sur les transformations du système politique et du système médiatique dans lequel on est. Et il n'y a pas, comme Philippe le disait, suffisamment de ressources à l'intérieur des organisations qui sont responsables de faire le suivi du déroulement des élections. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour faire cet exercice-là de manière rigoureuse et cohérente. Ce qui va être intéressant, c'est que la Colombie-Britannique a connu sa première élection, je pense, provinciale à l'intérieur de ce nouveau régime-là, si je ne me trompe pas, l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Donc, ça va être intéressant de voir quelle retombée ou quelle analyse on va faire de cette élection provinciale qui va s'être déroulée dans cet espace législatif plus rigoureux. Et je pense qu'encore une fois, là, ça c'est peut-être plus mon opinion de citoyen, il faut vraiment s'assurer que l'ensemble des
des gens qui sont impliqués dans ce processus de communication électorale numérique soient visés par la législation électorale. Et ça comprend les partis politiques, mais ça comprend aussi maintenant des organisations, des entreprises privées qui travaillent et qui offrent de l'expertise auprès des partis politiques dans la collecte et la gestion de ces données-là. Et ça, c'est une zone d'ombre un peu qui existe dans la législation électorale à l'heure actuelle, même celle qui a été modifiée là, dans les dernières années. Donc, c'est intéressant parce qu'un peu tout le monde converge sur ce point-là, dans le sens que oui, on parle de partis politiques, puis même c'est vrai que quand j'avais soumis des documents pour des questions préliminaires, je parlais beaucoup de partis politiques. Une des conclusions qui semble ressortir, c'est qu'il faut s'intéresser aux partis politiques, c'est un acteur central finalement, mais qu'il y a toute la question des tiers, des plateformes, des acteurs privés qui sont impliqués dans ces dynamiques-là aussi, et donc qui ne sont pas visés par les lois électorales, mais qui seraient visés nécessairement par les lois en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé. On n'aura peut-être pas le temps de s'intéresser aux limites de ces lois-là puis du projet de loi C11 dans le secteur privé de manière générale. Donc, peut-être que là, ce que je pourrais faire, puis je suis toujours trop bavard puis très mauvais pour moduler le temps, prendre quelques questions. J'ai dit aux gens qu'on pouvait poser des questions dans le chat. On a répondu à plusieurs questions tout au long du séminaire qui provenaient du chat. J'avais écrit qu'on pouvait continuer à les poser là. Est-ce qu'il y aurait quelques questions pour nos panélistes qui viendraient de la salle? Bon, je pense que tout le monde la curiosité de tout le monde a été satisfaite au fur et à mesure qu'on a procédé. C'est vrai que c'est un bon mode de fonctionnement aussi, les prendre peut-être au vol quand elles apparaissent comme ça. Donc, très intéressant. Donc, si je fais un peu un résumé là, de ce qu'on aura tenté d'établir dans le cadre de ce séminaire-là, c'est justement que traditionnellement, il y avait quand même des pratiques de profilage, il y avait des pratiques de collecte des données à des fins de profilage ou pour des fins dans le contexte électoral par les partis politiques, pardon. Ce n'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. Là où on tombe dans quelque chose de peut-être un peu nouveau, c'est le micro-ciblage où on est vraiment capable de personnaliser l'offre personne par personne qu'on communique avec ce citoyen ou cet électeur potentiel-là, qui a des risques d'utilisation peut-être malveillante, là où on bascule peut-être un peu plus dans la manipulation des opinions que dans la persuasion, et qu'au niveau de l'encadrement de ces pratiques-là, c'est sûr qu'il faut cibler les partis politiques, mais il y a des enjeux aussi de gouvernance des plateformes, de gouvernance des tiers, des entreprises privées qui alimentent ces dynamiques-là puis qui offrent des services aux partis politiques pour offrir ces services de micro-ciblage-là. Donc, que la question finalement de la gestion des données électorales dans un contexte de micro-ciblage politique, la grande leçon, c'est qu'il ne faudrait pas juste s'intéresser à l'encadrement des partis politiques eux-mêmes finalement, mais toute la gestion des données qui est faite aussi par les plateformes puis par ces autres acteurs-là. Donc, ce serait peut-être la conclusion que je ferais. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer là, compléter cette conclusion-là, l'infirmer, la modifier, la changer, l'approuver. Peut-être vous laisser quelques petites minutes pour un mot de conclusion si ça vous tente. Ou pas. Je pense qu'il faut être ambitieux dans le régime législatif, dans le régime réglementaire qu'on doit mettre en place. Et il faut absolument que, comme citoyen, on n'ait pas peur de demander aux partis politiques de jouer de manière la plus transparente possible dans les pratiques de collecte et d'utilisation de données personnelles, incluant les données numériques. Je pense que c'est fondamental pour la préservation de la vitalité de notre régime démocratique. Ce principe de transparence, il détermine tout. Et tant et aussi longtemps qu'il y aura des pratiques opaques, des pratiques qui ne sont pas transparentes, on entretiendra une suspicion par rapport aux partis politiques. Et comme Philippe l'a bien dit tout à l'heure, ce n'est pas ce dont ils ont besoin à l'heure actuelle, alors que ce sont des institutions qui sont un peu minées en termes de crédibilité dans l'opinion publique. Donc, si elles veulent gagner en crédibilité, pourquoi ne pas envisager cela et de se dire, nous allons être beaucoup plus transparents et nous allons nous soumettre
au régime le plus rigoureux en termes de pratiques de collecte, de gestion de données en période électorale. Et ça va régler le problème. Très bien. Donc, être exigeant puis demander plus de transparence puis reddition de compte. Superbe. Et moi, je dirais que nous avons un moment présentement, le projet de loi C11 est un projet pour réformer la loi sur la protection des renseignements personnels au niveau fédéral. Ça, c'est le moment de contacter vos députés pour demander que les partis politiques soient soumis à la loi. C'est le moment de le faire. Absolument, surtout que la réforme de la loi dans le secteur public s'en vient aussi après, supposément, en tout cas selon les dires du législateur du commissariat. Très bien. Donc, encore une question de demander aux élus d'aller vers eux. Philippe, une conclusion? Thierry a abordé un peu la question de l'alphabétisme numérique tout à l'heure, puis de la responsabilité qu'on a aussi par rapport à l'utilisation du numérique. Et je pense que la meilleure arme contre les techniques frauduleuses ou les techniques discutables en politique, ce sera toujours l'accès à l'information, ce sera toujours aussi l'éducation, notamment l'éducation citoyenne. Je me souviens au cégep, il y avait un cours qui était offert qui était phénomènes paranormaux. Et ce cours-là servait à comprendre les phénomènes psychologiques derrière les croyances. Hein, pourquoi les gens pensent qu'il y a un fantôme à Beauport, pourquoi les gens pensent... Et ce serait peut-être le temps de réfléchir à actualiser cette formation-là et d'offrir un cours qui pourrait s'appeler « Phénomènes numériques », où on aurait, comme citoyens et citoyennes, un bagage de base pour comprendre les nouvelles tendances, les nouvelles dynamiques communicationnelles auxquelles on est confronté à tous les jours. Donc, un cours au cégep sur les phénomènes politiques paranormaux, si je comprends bien. C'est ça. À l'école secondaire, à l'école primaire, il faut commencer tôt. L'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'environnement numérique, à la culture numérique, ça doit commencer très tôt et ça doit se faire en continu. Donc, oui, peut-être au cégep, mais au primaire et au secondaire aussi. C'est un enjeu d'éducation publique, là. C'est fondamental. Je suis tout à fait d'accord. Superbe. Donc, on a dépassé de 2 minutes. Écoutez, il me reste juste à vous remercier infiniment d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment super de vous avoir avec nous. C'était une belle discussion. Donc, merci beaucoup à vous trois de vous être rejoints à nous pour ce dernier séminaire de la saison, le séminaire Synergia. Merci à tout le monde aussi d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment super de vous avoir avec nous. Puis un dernier remerciement à Marie-Michel Pelletier qui est à la Faculté de droit qui nous a aidés aussi à organiser tout ça aujourd'hui. Donc, voilà, merci beaucoup. Il fait beau aujourd'hui. Je vous invite à profiter du beau temps et de la belle journée. Merci beaucoup à tout le monde. Puis on se voit très bientôt, j'espère, en personne éventuellement aussi. Merci tout le monde. Merci Pierre-Luc. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir, bonne fin de journée. Bonne journée, bye.